Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre où on va voir en détail le petit bouton publier que vous avez en bas de votre interface sur 3D Vista. Vous l'avez vu, le seul moyen de publier sur 3D Vista, c'est le petit bouton publier que vous avez en bas à droite que vous ne pouvez pas rater comme on va le voir lors de ce cours. L'objectif de ce chapitre est très important, c'est-à-dire que je vais vous expliquer en détail chaque option d'export qui vous est permis grâce à 3D Vista. Encore une fois, le but c'est de vous faire comprendre dans votre cas de figure qu'est-ce qui est le plus intéressant et vous allez pouvoir faire l'exercice pratique si vous êtes dans le cursus certifiant qui va être extrêmement utile parce que vous allez découvrir encore davantage par vous-même les possibilités qui sont juste incroyables mais qui restent totalement limitées également. Je suis sur mon outil 3D Vista Virtual Tour Pro et je vais me permettre de cliquer tout de suite sur publier. Je vais décocher pour ne pas vous induire en erreur ici. Voici l'intégralité des options qui sont à votre disposition, juste ici. Elles sont au nombre de 5 et elles vont vous permettre de faire des exports qui sont plutôt certains liés pour faire du en ligne ou du hors ligne, ou certains pour être utilisés dans différents types de supports ou sur différentes plateformes. Bref, ça vous paraît complexe d'un premier point de vue et je vous rassure, c'est pareil pour tout le monde parce que les noms et les termes utilisés par 3D Vista ne sont pas forcément bien adaptés et bien retranscrits en français. Sur ces différentes options, vous avez vu que vous avez un carré bleu dépendant de l'option que vous sélectionnez. Donc, vous pouvez très bien faire plusieurs typologies d'export en une seule et même fois. C'est-à-dire que, vous l'avez vu, je peux mettre des coches et cliquer sur publier et ça me permettra d'avoir l'export web, lecture autonome et vidéo 360. Ça, c'est la base, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de les faire individuellement, d'attendre qu'un export se fasse pour en faire un autre. Ça a un gain de temps qui est juste incroyable par rapport à si vous utilisez Unity par exemple et où vous devez faire les exports individuellement. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Vous le voyez à l'écran, à chaque fois que je sélectionne l'un ou l'autre ou l'une ou l'autre de ces options, vous avez les paramètres qui apparaissent en dessous. Cette fois-ci, vous allez très vite voir que les paramètres sont très restreints, hein. Il n'y a pas énormément de choses à savoir et dépendant du cas de figure que vous allez utiliser, c'est très simple à comprendre. À la fin de cette formation, vous serez capable de comprendre tout par vous-même hyper facilement. Dans ce chapitre 2, on va se concentrer sur le service d'hébergement de 3D Vista. Donc c'est l'option qui se situe le plus à gauche sur votre écran avec le petit cloud de 3D Vista parce que on va se servir de l'hébergement de 3D Vista pour héberger notre visite virtuelle interactive. Pour ce faire, il vous faut obligatoirement un compte 3D Vista Cloud qui est quelque chose que vous devez payer selon le nombre d'espaces que vous voulez sur leur hébergement et selon la durée et la bande passante que vous voulez allouer pour l'utilisation de votre visite virtuelle. On l'a vu dans l'un des chapitres précédents, mais ça permet en fait d'avoir une simplicité, c'est-à-dire qu'en un seul clic, quand vous cliquerez sur publier juste ici, la visite virtuelle va partir directement sur leur hébergement qui est optimisé pour la visite virtuelle, clairement, et ça permet de faire de l'incrémental. Qu'est-ce que l'incrémental? Il faut imaginer que vous avez fait une version 1 de votre visite virtuelle interactive qui pèse au total 2 Go. Cette visite virtuelle, si vous la glissez pour la première fois dans le cloud de 3D Vista, oui, ça va être potentiellement extrêmement long parce que c'est très long de mettre une visite virtuelle sur un hébergement en temps normal. Plus elle est conséquente, plus ça va être long. Mais il faut penser que quand vous aurez fait la version 2, par exemple, sur la version 2, vous avez juste rajouté une piste audio, vous avez juste rajouté une vidéo 360, vous avez juste rajouté une photo. Et bien sur cette version 2, quand vous allez la mettre sur le cloud de 3D Vista, ça va être extrêmement plus rapide. Pourquoi? Parce qu'il va garder la base que vous avez déjà fait et il va incrémenter, c'est-à-dire qu'il va ajouter les éléments que vous avez modifiés. Donc soit ajouter, soit supprimer. Si par exemple vous avez supprimé une photo, il la supprimera de l'hébergement et le tour sera joué. C'est pour ça qu'en fait c'est extrêmement puissant, extrêmement rapide et très utile quand vous devez faire des modifications très fréquentes et transmettre un lien très rapidement à quelqu'un. Le cloud de 3D Vista est hyper puissant. On fait un petit tour, voilà, j'ai fait un tour d'horizon pour vous expliquer ce que c'était l'hébergement. Donc il faut savoir que votre visite va être en ligne, donc les utilisateurs devront avoir Internet pour consommer votre visite virtuelle interactive. Ça, c'est très important. Et donc, dans les réglages que vous avez en dessous, vous avez 3 colonnes bien distinctes. La première, qui sont en général les notions d'optimisation, c'est-à-dire est-ce qu'on va l'optimiser pour des casques bien spécifiques,
est-ce que les vidéos vont être en adaptif ou pas? C'est-à-dire que si la personne a une connexion Internet moindre, est-ce qu'elle a la possibilité de voir la vidéo en basse définition? Et est-ce que ça a un intérêt pour vous de le faire? Optimiser les images, par exemple, toute cette partie optimisation selon les différentes plateformes. Là, on voit qu'on a iOS, Android et Windows. Et donc, c'est hyper intéressant déjà de notifier que ça va sur les plateformes les plus réputées sur le marché et qui sont les plus fonctionnelles. Et donc, c'est toute cette partie optimisation à gauche, d'accord? Je vous invite, on verra sur le chapitre d'optimisation, à lire très clairement en survolant les éléments. Vous allez avoir des indications. Donc, si par exemple, vous le faites sur un Quest 2, si vous voulez que votre visite virtuelle soit opérationnelle sur un Quest 2, vous pouvez optimiser pour le Quest 2, etc., etc. C'est écrit noir sur blanc, mais des fois, ça nécessite un petit peu plus de réflexion. Bref, on optimise ici. L'icône de la visite, vous savez, c'est ce qu'on appelle la favicon. C'est la petite icône qui aura en haut à gauche quand vous allez ouvrir votre visite virtuelle sur un navigateur Internet. Et ça, c'est important d'avoir l'image de marque de votre centre ou de votre donneur d'ordre qui est bien présente ici. Vous pouvez protéger la visite avec un mot de passe. Ça, c'est vraiment lié à leur service de cloud et c'est ultra puissant et c'est ultra intéressant. Si par exemple, vous avez des cohortes d'élèves qui doivent avoir accès à tel cours et pas d'autres, et à telle visite virtuelle et pas d'autres, c'est intéressant d'avoir un mot de passe. Et tout simplement, ça va vous permettre de savoir quand est-ce que les gens sont connectés à votre visite virtuelle et avoir des analytics derrière qui vont tomber. Donc, protéger la visite virtuelle, oui, ça la protège. Moi, dans mon cas de figure, par exemple, pour la visite du data center, donc je le rappelle, c'est un client qui m'a donné cette mission il y a plusieurs années de cela. Et donc, c'est une visite virtuelle de data center, mais qui est une visite vraiment orientée pédagogie, sinon je ne vous en parlerai pas sur cette formation. Et donc, on l'a protégé par un nom d'utilisateur et un mot de passe, mais on a mis quelque chose de généraliste, c'est-à-dire que le même nom d'utilisateur et mot de passe était utilisé pour tout le monde. Et c'est comme ça que ça se passe en fait sur 3D Vista. Donc vous avez également le tour guidé en live qui est une fonctionnalité supplémentaire comme on l'a vu dans la partie fonctionnalité de 3D Vista sur le tout début de votre programme de formation. Vous devez bien évidemment le cliquer pour l'activer et mettre quel service vous allez utiliser pour faire cette notion de visio dans votre visite virtuelle interactive. Et encore une fois, il y aura un mot de passe et un nom d'utilisateur à mettre pour ceux qui vont utiliser. Bref, tous les paramètres sont liés ici. Ce qu'il faut comprendre sur le cloud, donc gros résumé, le cloud est payant. Ça vous permet d'héberger sans avoir votre propre hébergement et d'héberger très rapidement une visite virtuelle. C'est incrémental, donc ça va très vite quand vous avez plusieurs versions à mettre à l'affilée de votre visite virtuelle dans les phases justement d'optimisation de celle-ci. Et donc, c'est plutôt intéressant, mais vous avez quand même d'énormes limitations par rapport à ça, le prix. Vous avez également la limitation du fait que la bande passante coûte extrêmement cher. Vous l'avez vu sur les exemples qu'on a fait dans les chapitres d'avant. On peut monter très vite à 7 000 € à l'année pour ce service de cloud. Et si vous désirez le faire par vous-même, avec un cloud existant, et booster la bande passante par exemple d'un service d'hébergement comme OVH par exemple, vous pouvez le faire et ça ne va pas vous coûter 7 000 €. Il faut juste avoir un petit peu plus de connaissances que vous allez acquérir lors de cette formation. Donc pour moi, 3D Vista Cloud a son intérêt vraiment si vous faites beaucoup de visites virtuelles interactives et que vous avez des phases d'échange avec un donneur d'ordre. Donc ce sera certainement votre cas de figure. Et donc, clairement, prenez un abonnement avec un petit nombre de gigas, peut-être 4 gigas pour commencer à l'année avec une bande passante très très basse. Et en fait, ce qui vous permettra de faire toutes les phases de versionning, donc version 1, version 2, version 3, beaucoup plus facilement et d'envoyer des liens à la volée à vos donneurs d'ordre pour qu'ils puissent vérifier votre visite. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Et je pense que moi, dans mon cas de figure, je n'ai plus beaucoup de demandes actuellement sur de la visite virtuelle de ce type-là et sur 3D Vista parce qu'on utilise des outils totalement différents comme Unity par exemple. Mais ça va arriver prochainement, si j'ai des nouveaux clients sur 3D Vista, je prendrai cet hébergement pour pouvoir échanger facilement les visites virtuelles avec mes clients pour qu'ils puissent faire le versionning, c'est-à-dire valider la version 1, 2, 3 ou 4. Passons sans plus tarder à la partie web. Là, vous voyez que je peux cocher la partie web parce que je n'ai pas besoin d'avoir un abonnement 3D Vista que je ne possède pas. Donc, la partie web, qu'est-ce que ça change par rapport au cloud? C'est totalement différent. C'est-à-dire que là, cela va générer un gros dossier avec l'intégralité de votre visite virtuelle à l'intérieur. Et ce dossier, si vous le glissez-déposez
sur un hébergement que vous possédez ou que votre donneur d'ordre possède, et ben la visite virtuelle va être tout simplement en ligne sous le nom de domaine en question. Et donc, ce qui est différent du cloud, c'est que là, vous avez la main sur l'hébergement que vous choisissez, sur les tarifs d'hébergement, sur la bande passante possible de ce service d'hébergement, etc., etc. Et vous avez aussi toutes les contraintes qui vont avec, vous l'aurez compris. Ce sera à vous de faire les glisser-déposer dans l'hébergement, d'attendre, de supprimer l'ancienne version pour remettre la nouvelle. Donc, il y a du temps de perdu. Mais vous avez la main. Et donc, vous avez vu, les colonnes ne changent pas parce que ça reste une mise en ligne de votre visite virtuelle. Donc, je le rappelle, les paramètres d'optimisation. La deuxième colonne où vous voyez l'URL absolu, vous pouvez noter un URL absolu et ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que si la visite virtuelle n'a pas cette URL, on ne peut pas l'ouvrir. Et donc, la favicon ici, qui est la marque de mon client, vous avez une partie notes que je n'utilise pas, je ne conseille pas d'utiliser. Et vous avez bien le tour guidé en live à droite. Quasiment, en fait, les mêmes options que vous allez sur le cloud. Si je switch ici, vous voyez que vous avez... vous pouvez protéger la visite et là, vous ne pouvez pas. Par exemple, ça, c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. Si vraiment vous voulez me protéger avec un mot de passe obligatoirement, malheureusement, 3D Vista garde la main dessus. Si vous avez de grosses connaissances en informatique ou que vous avez un informaticien dans votre structure, il va pouvoir, d'une manière ou d'une autre, protéger l'accessibilité de votre visite, car il suffit de protéger l'accessibilité à cette URL bien spécifique avec un mot de passe, etc. etc. Donc, c'est totalement possible, d'accord? Donc, c'est tout pour la partie web. Il faut comprendre que leur image ici, avec la tablette, le smartphone, l'écran et le casque de réalité virtuelle, il faut bien comprendre que oui, vous pourrez lire votre visite dans un casque de réalité virtuelle, mais uniquement s'il est connecté à Internet. Pareil pour le PC, pareil pour le smartphone et pareil pour la tablette. C'est indispensable. Il faut avoir Internet et l'accès à un navigateur. Et il faut en général une très bonne connexion Internet. Passons à ce chapitre sur les lecteurs autonomes. Donc là, pareil, vous pouvez cocher directement, vous aurez une petite coche verte qui va apparaître. En quoi cela va changer quelque chose? Donc là, c'est vraiment plus orienté pour une lecture quand vous n'avez pas de connexion Internet. D'accord? Donc vous allez pouvoir mettre votre visite virtuelle qui va être au final un exécutable. Ce sera un fichier qui s'appelle .exe et vous aurez une archive ou un dossier avec les objets médias qui va être à côté et qui va être lié à ce .exe. Donc si je vais trop vite, n'hésitez pas encore une fois à poser des questions, mais vous allez voir, vous allez vite comprendre le système. Je vais vous donner des exemples. Donc cette petite image en fait qui représente une clé USB, un DVD ou un casque Oculus Rift, ici donc c'est un casque filaire, donc en fait leur image elle est un petit peu perturbante parce que vous ne pourrez pas mettre en cliquant sur cette option ici, vous ne pourrez pas mettre à l'intérieur de votre casque de réalité virtuelle s'il est autonome. D'accord? C'est bien pour les casques filaires. Donc ça, je le répète, et c'est très perturbant quand on voit l'image comme ça parce qu'on voit un casque de réalité virtuelle ici et là, et on se dit on veut l'utiliser dans un casque, lequel je prends, comment ça se passe, on est un peu perdu. Mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ça va faire un exécutable. Il faut considérer dans votre tête que c'est une application. Donc en double-cliquant sur ce fichier, la visite virtuelle va s'ouvrir sans aucun besoin de connexion Internet parce que vous aurez l'intégralité de ce qu'il faut en local dans votre mémoire interne. Donc, soit vous l'avez sur un ordinateur, sur une clé USB, un DVD, un disque dur, un SSD ou dans le SSD même de votre ordinateur, un simple double-clic dessus, la visite virtuelle va s'ouvrir et c'est la puissance de votre ordinateur qui va faire qu'elle va bien se dérouler ou non. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Dès que vous allez passer sur des visites virtuelles extrêmement gourmandes, je vous conseille d'éviter d'utiliser l'accessibilité via Internet et peut-être de le faire en autonome et de réfléchir différemment. Je donne un exemple. Vous êtes un organisme de formation et vous avez 6 casques mis à disposition dans une salle virtuelle dans votre centre de formation. Et donc, vous n'avez aucun intérêt que votre visite virtuelle ne soit en ligne, à part pour une sécurité, pour avoir un backup au cas où il y a un problème avec les casques. Donc moi, je conseille d'avoir les deux, en ligne et hors ligne, mais dans ce cas de figure, vous pouvez très bien l'avoir en autonome. Dans les casques qui sont branchés en filaire, du coup, sur des ordinateurs, si vous avez des Oculus Rift, donc ce qui voudrait dire 5 casques, 5 câbles, 5 ordinateurs, d'accord, et où il suffit de double-cliquer sur le fichier, ça va partir dans le casque, ça va marcher extrêmement bien, d'accord. Et on va voir également, on va faire un petit
Retour sur la partie web, vous allez très vite comprendre pourquoi je ne vous ai pas expliqué ça avant. Parce que 3D Vista, c'est les rois de la complication sur ce point-là. Et franchement, ce n'est pas forcément hyper intuitif. Donc, juste pour rappel, les trois qu'on vient de voir sur la gauche, donc le cloud, le web et le lecteur autonome, sont les trois outils principaux que vous allez utiliser pour mettre à disposition votre visite virtuelle. On va voir que les deux autres sur la droite sont, entre guillemets, de grandes options qui sont possibles, mais qui ne sont pas extrêmement intéressantes, on ne va pas se le cacher, et qui n'ont pas un intérêt majeur. D'accord ? Dépendant encore une fois de votre utilisation, mais vous allez voir, pour la pédagogie, ce n'est pas forcément hyper intéressant. Mais bref, pour retourner un tout petit coup sur cette partie web juste ici. Comme je vous l'ai dit, ça fait un dossier entier avec tout dedans que vous avez juste à glisser déposer. Mais vous pouvez également, grâce à ce dossier, le glisser et déposer dans un casque de réalité virtuelle, dans un dossier qui va s'appeler 3D Vista et qui va vous permettre, en fait, tout simplement de le voir via l'application de 3D Vista et non pas via votre propre application. Donc, ça pose pas mal de questions sur, voilà, on a le logo 3D Vista un petit peu partout, c'est un petit peu gênant, c'est pas forcément agréable et c'est pas forcément très intéressant. Mais l'idée, c'est que vous allez pouvoir du coup l'avoir en hors ligne dans des casques autonomes de type Oculus Go, Oculus Quest 2, Oculus Quest 3, Oculus Quest Pro, Pico Neo 4, Pico 4, etc., etc. Et donc tous ces casques autonomes, vous allez pouvoir installer l'application de 3D Vista et faire un glisser-déposer de l'intégralité de votre dossier web à l'intérieur de ce dossier 3D Vista. Je sais, ça paraît complexe. Je vais essayer vraiment de vous aurez des chapitres totalement dédiés pour ça. Encore une fois, on est sur des tours d'horizon, mais ça vous donne vraiment le potentiel de 3D Vista. Et vous montrez aussi la complexité de certains éléments, surtout sur cette partie web en fait, qui n'a pas notion de s'appeler comme ça. Bref, vous avez bien les trois premiers qu'on vient de voir en détail. Maintenant, qu'en est-il de ce petit logo Facebook, YouTube juste ici? Je vais vous expliquer ça en détail. Donc comme vous le voyez, vous n'avez pas beaucoup de notions en bas à gauche qui sont importantes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, via votre visite virtuelle, exporter une vidéo 360 de celle-ci. Regardez juste ici ces informations qui sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que l'intégralité de votre visite va être passée en vidéo 360 avec cette taille ici, avec une qualité ici que vous allez définir en termes de curseur, c'est la compression de la vidéo 360. L'heure du panorama, donc qui est un élément très mal indiqué, mais en fait qui signifie que toutes les 10 secondes, il y a un panorama qui va changer, donc ça va lire votre carrousel en intégralité. Toutes les 10 secondes, ça va changer de panorama ou de média, d'accord? Et vous aurez une transition entre chacun de ces panoramas ici, d'une durée bien définie. Vous allez voir que c'est très limité et que l'utilisation n'est pas forcément hyper intéressante. Ça va générer une vidéo 360 de l'intégralité de votre carrousel de médias. Donc, les gens vont pouvoir, oui, regarder partout autour d'eux, mais ils seront totalement passifs. Il n'y aura pas de hotspot, il n'y aura pas d'éléments graphiques, ce ne sera rien de plus qu'un panorama de photos 360 degrés ou de vidéos 360 degrés. Ça s'arrête à là, donc ça a très peu d'intérêt. Encore une fois, si vous voulez mettre les réseaux comme Facebook pour les vidéos 360 ou YouTube pour les vidéos 360, pourquoi pas? Les utilisations sont extrêmement minimes. Passons maintenant à Google Street View sur ce dernier chapitre. Pour Google Street View, vous devez être connecté et avoir un compte Google et respecter les règles de Google par rapport à vos panoramas qui sont dans votre visite virtuelle. Qu'est-ce qui va se passer quand vous sélectionnez ici Google Street View? Vous ne le pouvez pas d'ailleurs si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google Street View, mais ce qu'il est hyper important de comprendre, c'est que l'intégralité de vos panoramas en photographie 360, donc rappelez-vous juste ici les panoramas, vont potentiellement être intégrés dans Google Street View. Ce n'est pas totalement automatique, d'accord? En cliquant ici, en connectant, vous allez avoir des options qui vont apparaître, vous pouvez cliquer sur publier, mais ils vont vous demander de placer, géographiquement parlant, des points qui représentent vos panoramas. Que l'intégralité des interactivités ou de vos hotspots vont être totalement absents. D'accord? Il faut comprendre que ce sont des simples panoramas 360. Vous vous dites, c'est très bien, je les ai faits pour ma visite virtuelle interactive. Mon donneur d'ordre me demande aussi que ces panoramas-là soient présents sur Google Street View pour des raisons commerciales ou autres. En un clic, vous pourrez les mettre, vous pourrez les placer dans l'espace, cliquer sur publier et ça va partir directement
sur Internet. Et les personnes, quand elles iront sur Internet et taperont un lieu bien défini, votre centre de formation, etc., elles vont pouvoir voir ces panoramas que vous aurez créés par vous-même. Ce n'est pas la seule façon de mettre vos panoramas sur Google Street View. Vous pouvez le faire d'une façon beaucoup plus manuelle, en allant sur Google Street View, en ayant un compte et en tout simplement mettant un point GPS avec un panorama. Vous pouvez l'uploader sur Internet et le tour est joué. La plupart des caméras 360 qui font de la photographie 360 ont des fonctionnalités totalement avancées par rapport à ça. Vous pouvez, à l'heure d'aujourd'hui, marcher avec une caméra 360 au-dessus de votre tête et que cela fasse des photos toutes les 2 secondes et que ces photos soient directement envoyées sur Internet sur votre compte Google Street View. Ce qui permet de mettre le petit bonhomme jaune, vous savez si ça existe encore, sur Google Street View et de pouvoir voir des vues à 360 degrés. Une fois que vous avez sélectionné le mode, les options que vous désirez, par exemple, on va dire je prends les 3 ici, que vous avez fait l'intégralité des réglages en dessous, on appuie sur publier et tout va se faire l'un à la suite de l'autre. Ce chapitre aura été un petit peu plus court que le précédent. J'espère que vous avez appris énormément de choses et que ça vous permet d'aller beaucoup plus loin dans votre vision de votre projet. C'est très important. Là, vous allez commencer à vous projeter et vous allez commencer à avoir envie d'utiliser beaucoup plus en profondeur l'outil. Et c'est tout à fait normal. Donc récapitulatif, on a vu les façons d'exporter votre visite virtuelle interactive, que ce soit web, que ce soit 3D Vista Cloud, que ce soit en autonome ou en vidéo 360 avec la petite fonction YouTube ou Facebook et directement sur Google Street View. Je vous remercie d'avoir suivi ce chapitre en intégralité. Maintenant, pour ceux qui sont sur un parcours professionnalisant, je vous invite à réaliser votre exercice pratique. Si vous le souhaitez, vous aurez le corrigé type qui apparaîtra juste après dans votre séquence. Pour ceux qui sont dans un cursus certifiant, je vous invite à réaliser votre exercice pratique, à le rendre dans votre cloud totalement privé et je vous fournirai bien évidemment votre corrigé individualisé. Je vous remercie et à plus tard.